Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à diagonaliser une matrice. Donc pour cela, je vais rappeler ce qu'est un changement de base dans R2 et R3, comme je l'avais expliqué dans la précédente vidéo. Et puis ensuite, nous allons définir ce que sont que les valeurs propres et vecteurs propres et la matrice diagonale d'une matrice diagonalisable, car toutes les matrices ne sont pas forcément diagonalisables. Nous allons centrer notre travail plus particulièrement sur les matrices à valeur propre simples. Et dans le prochain TP, nous étudierons les matrices à valeur propre quelconque. Alors, tout d'abord, nous allons travailler dans R2, dans l'ensemble des plans. Et nous allons, au départ, comme dans tout exercice, travailler dans la base canonique. La base canonique, je vous rappelle, du plan, c'est la base qui est constituée par les vecteurs E1, E2, qui ont pour coordonnées respectives 1, 0 et 0, 1. Pour la base d'arrivée, eh bien, elle est déterminée, la base d'arrivée, selon le contexte de l'exercice. Je vais noter U1 et U2, les vecteurs constituant cette base. Alors, je rappelle que deux vecteurs forment une base du plan si et seulement si le déterminant de la matrice constitué par ces deux vecteurs est non nul. En fait, je rappelle que deux vecteurs du plan forment une base de ce dernier si et seulement si ils sont non colinéaires, s'ils sont non liés. Donc ainsi, on va pouvoir exprimer n'importe quel vecteur V du plan comme combinaison linéaire unique des vecteurs U1 et U2. Alors maintenant, voilà le problème. Le problème que l'on se pose, nous avons un vecteur V dans la base d'arrivée. Nous connaissons donc ses coordonnées. Je vous rappelle que dans la vidéo précédente, j'avais noté grand V indice B, les coordonnées de V dans la base B. Donc dans cette vidéo, pour alléger les notations, je ne mettrai plus de flèches et je noterai tout simplement grand W, les coordonnées de V dans la base d'arrivée, qu'on dit aussi nouvelle base. Et je cherche maintenant les coordonnées de ce même vecteur dans la base canonique. Donc je les noterai ces coordonnées grand V. Alors, je vous expliquais, on l'a calculé même sur un exemple, que V est égal à P fois W. Il suffit de multiplier, autrement dit, les coordonnées d'un vecteur dans la base d'arrivée par la matrice de passage pour obtenir les coordonnées de ce même vecteur dans la base canonique. La matrice de passage, je vous rappelle qu'elle est obtenue en écrivant en colonne les vecteurs de la base d'arrivée. Donc, il s'agit de la matrice passage de la base B vers la base canonique. Par contre, je n'ai pas expliqué dans la vidéo précédente l'action d'un changement de base sur une matrice. Donc ici, vous voyez, j'ai une matrice grand A exprimée dans la base canonique par les vecteurs colonnes A, B, C, D. Et bien, pour obtenir la matrice dans la base d'arrivée B, je multiplie à gauche par P-1 et à droite par P. Je multiplie la matrice A à gauche par P-1 et à droite par P. Alors, il se trouve que dans cette vidéo, pour diagonaliser une matrice, nous n'aurons besoin que de ces changements de variables-là. Alors, si vraiment vous êtes curieux de savoir ce qui se passe, par exemple, quand on connaît les coordonnées de V dans la base canonique et que l'on souhaite obtenir les coordonnées de V dans la base B, la base d'arrivée, eh bien tout simplement, il suffit de multiplier par P-1 à gauche de V. Pourquoi? Parce que regardez, à partir de cette formule, si V égale à P fois W, eh bien à ce moment-là, quand je multiplie tout à gauche par P-1, vous savez que le produit matriciel n'est pas commutatif, donc je suis obligée de multiplier à gauche par P-1. Ici, je vais avoir grand I, la matrice identité, fois W, ce qui fait W. Donc voilà pourquoi on obtient W égale à P-1 fois V. De même, si je connais une matrice dans la base B et que je souhaite obtenir cette même matrice mais dans la base canonique, eh bien, je vais écrire que A est égal à P fois A' fois P-1. Bien oui, parce que regardez ici, si je multiplie à gauche par P,
et à droite par P-1. Je vais obtenir ici l'identité, et donc je vais bien obtenir A égale à P fois A' fois P-1. Voilà, mais je vous dis, dans les exercices de diagonalisation, ce sera toujours dans ce sens-là que nous travaillerons, en tout cas pour les vecteurs, et dans celui-ci pour les matrices. Alors, maintenant, un petit exemple. Donc, vous allez, à partir de cette base, cette nouvelle base d'arrivée ici, d'accord, constituée des vecteurs U1, U2, de coordonnées 1, -1 et 3, 2, et bien déterminer les coordonnées du vecteur V dans la base d'arrivée, puis les coordonnées de ce même vecteur dans la base de départ. Vous allez ensuite faire la même chose avec la matrice A que l'on connaît dans la base canonique, et vous allez déterminer cette même matrice, mais cette fois-ci dans la base d'arrivée. Je vous laisse mettre sur pause, puis sur play pour avoir les solutions. Voici donc les solutions. Donc ici, vous avez les coordonnées du vecteur V dans la base B, que je notais ainsi dans la vidéo 1, je vais plutôt noter W, 5 - 3, d'accord. Et puis la matrice de passage, elle est constituée par les vecteurs U1 et U2 en colonne. On multiplie par la matrice de passage W, et donc nous obtenons ici, je vous rappelle comment on fait ce calcul-là pour ceux qui auraient oublié, ça donne 1 fois 5 plus 3 fois -3, donc 5 - 9, -4, et enfin, -1 fois 5 plus 2 fois -3, donc -5, -6, -11. D'accord? Donc, les coordonnées de V dans la base canonique sont -4 et -11, donc ici, V va être égal à -4 E1, -11 E2. Alors, passons à A, la matrice A. Donc, l'action de ce changement de base va donner une matrice A' que l'on obtient en calculant d'abord, pour commencer, la matrice inverse. Donc, la matrice inverse d'une matrice de 2. On calcule d'abord le déterminant, qui est forcément non nul puisqu'on a une base ici à l'origine. Donc, 2 plus 3, ça fait 5. Et ici, je vous rappelle qu'on échange les termes de la diagonale et on va prendre l'opposé des termes de l'antidiagonale. Voilà, donc maintenant on calcule petit à petit, donc P-1 AP. Donc on va avoir d'abord 1/5 de la matrice de 1 - 3, 1 fois A. Donc la matrice A, c'est 4 - 3 -18, 1. Je n'ai pas choisi la plus simple. Donc j'obtiens ici, alors 2 fois 4, 8, 8 plus 9, ce qui fait 17. Ensuite, je fais la même chose pour la deuxième composante, 1 fois 4, 1, 4, pardon, 4 - 3, donc ça fait 1. Ensuite, ici, moins 36, moins 9, ça fait moins 3, pardon, moins 39. Et enfin, moins 18 plus 1, ça fait moins 17. Et je multiplie enfin cette matrice par... alors, il ne faut pas oublier le 1/5, attention. Hein. Ouch. Voilà, donc 1/5 fois ça, d'accord. Et je multiplie maintenant cette matrice par, par P, c'est-à-dire 1 - 1, 3, 2. J'obtiens donc au final la matrice, donc 1/5 fois 17 plus 39, ce qui fait 56, puis 1 plus 17, donc 18. 3 fois 17 moins 2 fois 39, ça fait moins 27. Et enfin, 3 moins 34, ce qui fait moins 31. Voilà, donc je retrouve bien cette matrice ici. Alors maintenant, nous allons travailler le changement de base dans R3. Eh bien, ça va être exactement pareil, sauf qu'il y aura une composante supplémentaire. Donc, je vous rappelle la base canonique dans R3, c'est les vecteurs E1, E2, E3. E1 ayant pour coordonnées 1, 0, 0, E2, 0, 1, 0 et E3, 0, 0, 1. D'accord? Donc, la base d'arrivée, j'appelle U1, U2, U3 les vecteurs constituant cette base.
Puisqu'il s'agit d'une base, eh bien, le déterminant de la matrice constituée par ces 3 vecteurs est non nul. Ici, donc, la matrice de passage est constituée en colonne par les 3 vecteurs U1, U2, U3. Voilà. Donc, pareil, pour obtenir les coordonnées de V, du vecteur V qui est donné ici, dans la base B, eh bien, je vais récupérer le coefficient de U1, puis de U2, puis de U3. D'accord ? Et j'obtiens donc ici les coordonnées de ce même vecteur dans la base canonique. Pour cela, je multiplie par la matrice de passage. D'accord? Pour la matrice, eh bien, pareil, hein, j'ai la formule, la fameuse formule A', la matrice de A dans la base d'arrivée, qui est égale à P-1 fois A fois P. Alors, un exemple là-dessus. Voilà, je vous laisse mettre sur pause, puis sur play, pour avoir la solution. Alors ici, voilà ce que l'on obtient. Donc, je vous ai donné une base de vecteurs U1, U2, U3. Le déterminant, si vous le calculez, d'accord, il est forcément non nul. Donc, le déterminant de la matrice constituée, je crois qu'on l'a fait dans un autre exercice. Hein. Bon, là, ça ne va pas être compliqué, je vais le faire rapidement. Donc, je n'oublie pas d'écrire les signes, plus, moins, plus, moins, plus. Je vais développer par rapport à la dernière ligne. Et donc, je barre la première colonne, ça va faire 0 à l'intersection, donc 0. La deuxième colonne, ça va faire 0 à l'intersection, donc 0. Et la troisième colonne, ça fait 1 à l'intersection, le signe c'est plus. Et j'ai la matrice 1, moins 1, 0, 1. Voilà, de cette façon-là, je vous rappelle en même temps comment on calcule un déterminant 3, 3. J'en profite pour faire d'une pierre deux coups. Donc il est non nul, donc il s'agit bien d'une base de vecteurs de R3. Alors maintenant, j'applique la formule ici, d'accord? Donc je multiplie. Alors je n'ai pas fait d'exemple avec un vecteur, hein, je vais juste faire avec la matrice. Voilà, donc je calcule la matrice inverse. Je vous laisse vérifier vos résultats sur Maxima. Alors vous observez qu'au final, nous obtenons une matrice un peu particulière. Cette matrice, on dit qu'elle est diagonale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des zéros à l'extérieur de la diagonale. Ici, les valeurs qui se trouvent sur la diagonale, on les appelle les valeurs propres de la matrice A. Et de ce fait, les vecteurs ici, U1, U2, U3, ce sont les vecteurs propres de A. Et plus précisément, on dit que U1 est le vecteur propre associé à la valeur propre 1, U2 est associé à la valeur propre moins 3, et U3 est le vecteur propre associé à la valeur propre 2. D'accord? Alors, comment faire pour trouver ces valeurs propres et ces vecteurs propres? C'est justement ce que je vais vous raconter. Alors, je vais plutôt, on va plutôt le faire sur une matrice de 2 que sur une matrice 3-3, parce que vous verrez mieux les calculs et vous comprendrez mieux après les formules, les équations à résoudre pour trouver ces fameuses valeurs propres et ces vecteurs propres. Voilà, donc dans R2, j'ai au départ ma base canonique. La base d'arrivée, il se trouve que c'est la base des exemples précédents. D'accord, bon, j'ai repris les mêmes. Et puis donc la matrice de passage qui est constituée par les vecteurs en colonne U1 et U2. Et j'ai une matrice 4, 6, 9, 1. Et il se trouve que quand j'applique la formule P-1AP, j'obtiens une matrice diagonale. Vous pouvez vérifier ce calcul si vous le souhaitez sur Maxima. Alors, donc je rappelle que moins 5, c'est ce qu'on appelle une valeur propre, 10, notre valeur propre de A. On les note lambda 1 et lambda 2, lambda 3 si on est en dimension 3. Et nous allons donc chercher à calculer dans un premier temps ces valeurs propres. Alors pour cela, nous allons observer dans cet exemple ce qui se passe. Calculons A fois le vecteur U1, A fois le vecteur propre U1. D'accord? Eh bien, ça donne 4, 6, 9, 1 fois 1 moins 1. Qu'obtiens-je? 4 moins 9, ça fait moins 5. Et 6 moins 1, ce qui fait 5. Si vous regardez bien,
ces vecteurs sont liés. Moins 5, 5, c'est égal à 5 fois le vecteur 1, moins 1. Autrement dit, 5 fois le vecteur U1. D'accord? Moins 5, pardon, excusez-moi. Moins 5 fois le vecteur U1. Donc, je viens d'observer que A fois U1 est égal à moins 5 fois U1. D'accord? Je vais faire la même observation. Cette fois-ci, je multiplie la matrice A par le vecteur propre U2. Donc, je vais obtenir ici 12 plus 18, ce qui fait donc 30. Et enfin, 18 plus 2, 20. J'obtiens 10 fois le vecteur 3, 2. Autrement dit, je vous laisse écrire la suite. A fois U2 est égal à 10 fois U2. Autrement dit, eh bien, A fois V1 est égal à lambda 1 fois V1. Je vais les écrire sans les flèches, parce que sinon c'est lourd. Et A fois V2 est égal à lambda 2 fois V2. Voilà pourquoi tout à l'heure je vous ai dit que le vecteur V1, qui était U1, est associé à la valeur propre lambda 1 et le vecteur V2 est associé à la valeur propre lambda 2. Ces deux équations vont nous permettre de trouver les valeurs propres d'une matrice, puis les vecteurs propres associés. Alors, je vais vous expliquer ça de façon plus générale maintenant. Donc, voilà le problème. Ici, comment faire pour trouver les valeurs propres? Je dois donc résoudre cette équation. J'ai deux inconnus. Lambda, qui est un nombre réel, puisque je travaille dans R, et V, qui est un vecteur de R2 ou de R3. D'accord? Mais ici, c'est R2. D'accord? Donc là, si j'écris autrement cette équation, je vais obtenir AV moins lambda V est égal à 0. Ou encore, A moins lambda fois la matrice identité de 2 ici, le tout fois V est égal à 0. V, c'est un vecteur inconnu. Je vais appeler x, y ses composantes. Le vecteur nul, c'est le vecteur 0, 0. A moins lambda I, eh bien, c'est une certaine matrice, d'accord? Bon, si vous voulez, ici, si je fais A moins lambda I, je vous montre dans un coin d'écran pour que vous compreniez bien. Lambda I, c'est la matrice lambda 0, 0 lambda. Donc, en fait, A moins lambda I, c'est la matrice A moins lambda B, c'est D moins lambda. D'accord? Donc ça, c'est juste une parenthèse. Donc moi, je vais écrire ici alpha, bêta, gamma, delta. D'accord? Peu importe. Donc en fait, je suis amené à résoudre ce système de deux équations à deux inconnus, x et y, qui sont les coordonnées de mon vecteur propre. Alors, j'obtiens donc, voilà, et bêta x plus delta y. Ce système, vous savez qu'il possède une seule et unique solution si et seulement si son déterminant est non nul. D'accord? Or, ici, déjà, il y a une solution toute trouvée. Je vous écoute. On a déjà comme solution 0, 0. D'accord? Et si la matrice est diagonalisable, eh bien, il va y avoir d'autres solutions, c'est-à-dire le vecteur propre V. D'accord? Si elle est diagonalisable, cette matrice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, et c'est écrit ici, il existe une base dans laquelle la matrice représentant A est diagonale. Donc ici, je pars du principe que cette base existe, donc le vecteur propre V existe, donc il est non nul, parce qu'un vecteur d'une base ne peut pas être nul. Donc, il a pour solution 0, 0 et vecteur U1 ou U2. D'accord? Un des deux vecteurs propres. Donc, ça veut dire qu'il a plus d'une seule solution. Donc, il en a une infinité, forcément. Parce qu'un système a soit une seule et unique solution, dans ce cas-là, le déterminant est non nul, soit
aucune solution, soit une infinité de solutions, et dans ce cas-là, le déterminant est nul. Donc ça veut dire que le déterminant de cette matrice ici est égal à 0. Et cette matrice, c'est quoi? Je vous rappelle, c'est celle-là, c'est-à-dire c'est celle-là. Voilà. Donc en fait, cette équation va me permettre de trouver les valeurs propres de ma matrice A. D'accord? J'ai une seule inconnue ici. J'ai juste lambda. Ok, au départ, j'en avais deux, mais vous voyez que mon problème, après discussion, s'est réduit à une seule équation, à une inconnue. Une fois que je connais lambda, je vais pouvoir en déduire. Donc ici, vu que là, je travaille dans R2, je vais avoir deux valeurs propres. Et une fois que j'ai chacune de ces valeurs propres, je vais pouvoir trouver les vecteurs propres associés en résolvant les équations A moins lambda 1i fois V est égal à 0 et A moins lambda 2i fois V est égal à 0. La première équation va me donner une infinité de vecteurs dans lequel je vais choisir un seul vecteur, le vecteur propre V1. Et ici, pareil, je vais choisir V2. Donc, je vais obtenir ici mes deux vecteurs V1, V2 qui vont constituer les colonnes de la matrice de passage P. Donc, vous avez compris qu'en fait, ici, je vous ai dit qu'il y a une infinité de possibilités pour chaque vecteur V1 et V2. Donc, je vais à chaque fois en choisir un. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir différentes bases ici possibles, bases de diagonalisation possibles. D'accord? Alors, maintenant, nous allons écrire tout ça proprement sur le polycopier. Alors, définition. Donc là, c'est parti, vous pouvez prendre le polycopier et noter tout ce qu'il y a à noter. Alors, première chose, donc, soit A, une matrice carrée d'ordre n. Donc, ça peut être à 2 lignes, 2 colonnes, 3 lignes, 3 colonnes, 4 lignes, 4 colonnes, autant de lignes de colonnes que vous voulez. Après, c'est vrai que c'est les calculs qui deviennent un petit peu plus pénibles, mais on peut utiliser maxima. On appelle valeur propre dans grand A les solutions lambda de l'équation dite caractéristique suivante. Déterminant de A moins lambda fois identité est égal à 0. Alors ici, j'ai mis ID. En fait, c'est la matrice identité à 2 lignes de colonnes si on travaille dans R2, 3 lignes, 3 colonnes si on travaille dans R3, 4 lignes, 4 colonnes si on travaille dans R4, etc., etc. Cette équation étant un polynôme de degré n, puisqu'on a n lignes, n colonnes, possède n solutions complexes. Une matrice carrée d'ordre n possède donc n valeurs propres complexes. Alors, vu que nos problèmes, vous vous rappelez, le problème final, c'est de résoudre un système d'équations différentielles. On travaille dans R. Donc, si jamais on trouve des racines complexes de ce polynôme de degré n non réel, eh bien, à ce moment-là, notre matrice ne sera malheureusement pas diagonalisable dans R. D'accord? Donc, je vais l'écrire ici en remarque. Si on trouve une racine lambda qui est non réelle, d'accord, qui est complexe bien sûr, mais non réelle, alors A n'est pas diagonalisable dans R. Par contre, elle le sera peut-être dans C. D'accord? Deuxième définition. Une fois qu'on a trouvé les valeurs propres, nous allons chercher les vecteurs propres associés à chacune d'elles. Donc soit à une matrice carrée d'ordre n, soit lambda une valeur propre simple de grand A, puisque là, je vous rappelle qu'on travaille sur, pour l'instant, la diagonalisation de matrices à valeur propre simple. On appelle vecteur propre associé à la valeur propre lambda un vecteur V, solution de l'équation A moins lambda fois identité, matrice A moins lambda fois identité, appliquée à V égale au vecteur nul. D'accord? Eh bien, si on obtient ici une matrice dont les valeurs propres sont toutes simples, alors elle est forcément diagonalisable. D'accord? Donc, deuxième résultat, et ça, on l'expliquera un peu mieux dans les exercices, vous comprendrez mieux. Donc, si A n'a que des valeurs propres simples, alors A est diagonalisable.
Donc vous verrez qu'il n'en sera pas le cas pour toutes les valeurs, pour toutes les matrices à valeur propre quelconque. Matrice de diagonalisation. Donc en fait c'est la matrice de passage. D'accord. Donc soit A, une matrice carrée d'ordre n possédant n valeurs propres simples, on appelle matrice de diagonalisation la matrice P, dont les colonnes sont les n vecteurs propres de la matrice A. La matrice A est alors dite diagonalisable et on obtient alors l'égalité suivante, D égale à P-1 fois A fois P, où D est la matrice diagonale, dont la diagonale contient les n valeurs propres de A. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué précédemment. Alors maintenant, c'est parti pour un exemple. Oui, avant l'exemple, un petit récapitulatif de ce que nous allons faire. Donc, on a une matrice de 2. On cherche d'abord les valeurs propres. Pour cela, on résout l'équation déterminant de A moins lambda I2 égale à 0. On l'appelle cette équation caractéristique. Si les valeurs propres de A sont toutes simples dans R, alors A est diagonalisable dans R. D'accord? Donc, on verra par la suite ce qui se passe lorsque les valeurs propres sont quelconques. Ensuite, on calcule les vecteurs propres de A. Donc, d'abord, celui qui est associé à lambda 1. Pour cela, on résout l'équation A moins lambda 1i fois V égale à 0. On va, parmi les solutions obtenues, en choisir un vecteur le plus simple possible. Et puis, pareil pour la valeur propre lambda 2. Ces deux vecteurs-là forment automatiquement une base de R2, c'est-à-dire que le déterminant constitué par ces deux vecteurs est non nul. On en déduit ainsi la matrice dite de diagonalisation. C'est en fait la matrice de passage, donc V1, V2, d'accord, et la matrice diagonale est donc lambda 1, 0, 0, lambda 1. Lambda 2, pardon. D'accord? Donc ici, voilà, vous avez la matrice de passage qui est constituée par les vecteurs V1, V2 qui sont les vecteurs de la base de diagonalisation. D'accord? Donc autrement dit, A fois V1, c'est égal à lambda 1 V1 et A fois V2, c'est égal à lambda 2 V2, comme je vous l'avais expliqué précédemment. Allez, cette fois-ci, il arrive l'exemple, il est là. C'est parti. Alors, donc soit vous travaillez tout seul en autonomie cet exemple, en utilisant le schéma précédent, ou alors vous suivez avec moi la correction. Donc vous mettez sur pause si vous voulez travailler tout seul et sur play si vous voulez travailler avec moi. Alors donc on recherche d'abord les valeurs propres de A. Donc pour cela, on résout l'équation caractéristique associée, c'est-à-dire le déterminant de la matrice A moins lambda I2 est égal à 0. D'accord? Donc A, c'est la matrice 2, 2, 3, 1. Donc A moins lambda I2, c'est 2, 2, 3, 1 moins la matrice lambda 0, 0, lambda. Donc ça va donner le déterminant, je mets entre deux barres. D'accord? Donc ici, je vais avoir 2 moins lambda, 3 moins 0, 2 moins 0 et 1 moins lambda. Ce qui donne un polynôme de degré 2. 2 moins lambda, facteur de 1 moins lambda, moins 6 égale à 0. On résout, ici on regarde si on ne peut pas factoriser immédiatement, parce que comme ça, c'est plus rapide. Bon, non, là malheureusement, on n'a pas de facteur commun dans cette somme. Donc c'est parti, on distribue, et puis après, on fait un delta ou autre. Donc moins lambda, moins 2 lambda, ça fait moins 3 lambda, plus 2, moins 6 égale à 0. Donc moins 4 égale à 0. D'accord? Voilà, donc là, soit vous faites un delta, soit vous cherchez une racine évidente et vous en déduisez la suivante. Donc ici, moi, je vois qu'il y a comme racine évidente, eh bien, moins 1. D'accord? Ça va faire 1 plus 3, 4, moins 4, 0. Donc comme moins 1 est racine évidente, ça veut dire que ce polynôme est factorisable par lambda plus 1. Et que après, je vais avoir lambda. Alors, ben, c'est le dernier chiffre qui me permet de trouver l'autre valeur. Puisque le dernier chiffre, c'est le produit de plus 1 et de, et oui, moins 4. D'accord? Donc, les valeurs propres de cette matrice sont donc moins 1 et 4.
d'accord, les valeurs propres de A sont donc moins 1 et 4. Alors maintenant, je vais chercher les vecteurs propres. Donc je sais d'ores et déjà que ma matrice est diagonalisable dans R. Les racines sont réelles et elles sont simples. D'accord? Donc ça, je peux déjà l'écrire ici. A est donc diagonalisable. Dans R, donc nous on travaillera toujours dans R jusqu'à la fin de ce chapitre. Alors maintenant, les vecteurs propres. Donc on va chercher d'abord un vecteur propre associé à la valeur propre, allez, moins 1. D'accord? Donc pour cela, on résout l'équation A moins lambda 1 identité fois V égale à 0. D'accord? Donc ça va donner ici la matrice de lambda, je le remplace par moins 1, donc 2 plus 1, 3. Ensuite 3, 2, et 1 moins moins 1, donc 1 plus 1, 2. Le vecteur V inconnu, d'accord, c'est mon inconnu, c'est ça que je cherche. Voilà. Eh bien ça, je vais pouvoir le transformer en système. Bon, moi, j'ai plus la place à côté, donc j'écris à gauche, d'accord? Comme ce sont des équivalences, je peux l'écrire dans le sens que je veux. Donc ça va donner 3x plus 3y égale à 0. Donc 2x plus 2y égale à 0. Ces deux équations sont identiques, puisqu'en fait, elles sont liées. Ok, donc ce sont les mêmes. Donc en fait, je peux écrire que c'est x plus y égale à 0. Il y en a une seule. Donc je vais exprimer, par exemple, y en fonction de x. Donc j'obtiens y égale à moins x. Donc, le vecteur solution, les vecteurs solutions, parce qu'il y en a une infinité, que j'obtiens, sont donc les vecteurs x, y, d'accord, tels que x, c'est x, puisque je n'ai pas d'autre information, donc c'est un réel, et y, c'est moins x. Donc je peux ici écrire que ce sont les vecteurs qui sont multiples du vecteur 1, moins 1. Donc j'ai une infinité de solutions, je vais choisir un vecteur le plus simple possible. Eh bien, je vais choisir le vecteur 1, moins 1. Voilà, V1, vecteur propre. Je les avais notés U1 avec une flèche au-dessus précédemment, c'est pareil. Voilà, donc ça, c'est un vecteur propre de ma base de diagonalisation. Vecteur propre associé à moins 1. D'accord? Donc maintenant, je vais chercher le vecteur propre associé à 4. Donc, cherchons un vecteur propre associé à 4. Donc, je vous laisse éventuellement mettre sur pause puis sur play pour trouver ce vecteur propre. Donc, pour cela, on résout l'équation A moins lambda 2 identité fois V égale à 0. D'accord? Donc, ça, c'est mon lambda 2. Donc, ça donne... Alors, hop. Donc là, je vais avoir 2 moins 4, moins 2. Donc, je vais avoir moins 2, 2, 3 et moins 3. D'accord? Voilà. Donc, je résous. J'obtiens un système. Donc, cette fois-ci, je vais l'écrire proprement en dessous. D'accord? Et là, vous remarquez que ces deux équations sont liées. Donc, je peux en enlever une. Donc, je vais exprimer y, par exemple, en fonction de x. Donc, y égale à 2 tiers de x. D'accord? Et x, c'est un réel quelconque. Donc, j'obtiens une infinité de vecteurs solutions. Et donc, v est égal à xy, où x, c'est x, puisque je n'ai pas d'autre information sur x. Je sais que c'est un réel. Et y, c'est 2 tiers de x. D'accord? Donc, je peux écrire que les vecteurs solutions sont multiples du vecteur 1, 2 tiers. Alors, je pourrais prendre ici V2, ce vecteur-là, comme vecteur propre, comme deuxième vecteur de ma base de diagonalisation. Mais j'aime pas avoir des fractions, donc je vais plutôt ici écrire, je vais plutôt écrire 3 et 2.
D'accord? En fait, si vous voulez, c'est comme si j'avais ici fois x sur 3. X sur 3, c'est un réel. D'accord? Donc, ce sont tous les vecteurs, voilà, proportionnels à 3/2. OK? Donc, ici, je vais mettre x appartient à R. Et là, je vais écrire donc collinéaire, je voulais dire plutôt proportionnel. Vecteur V2. Voilà. D'accord? Donc, j'ai trouvé ma base de diagonalisation. Je vais l'écrire. Donc, base de diagonalisation de A. Elle est constituée par les vecteurs V1, V2. J'en déduis donc la matrice de diagonalisation, qui est la matrice de passage, on peut dire aussi, si vous voulez. Donc, la matrice de diagonalisation de A. C'est la matrice P constituée par les deux vecteurs ici, V1 et V2. Donc V2, c'est 3, 2. V1, j'avais trouvé 1 moins 1. Voilà, d'accord. Et donc maintenant, je vais en déduire aussi la matrice diagonale. Eh bien, la matrice diagonale, c'est la matrice obtenu en calculant P-1 à P. Mais je ne suis pas obligée de le calculer, car je sais que la matrice diagonale, elle est constituée par, en diagonale, les valeurs propres de A. Et attention, il faut les mettre dans le bon ordre, c'est-à-dire la valeur propre associée à V1, puis la valeur propre associée à V2. Donc, la valeur propre associée à V1, c'est moins 1. Et à V2, c'est 4. Donc faites attention, parce que si la base de diagonalisation, si vous aviez choisi comme base de diagonalisation V2, V1, à ce moment-là, la matrice de passage aurait été celle-ci, et la matrice diagonale associée aurait été celle-là. Donc méfiez-vous, l'ordre des vecteurs dans une base est importante puisque ça a une conséquence sur les coordonnées des vecteurs. Alors maintenant, nous allons vérifier tous ces résultats sur Maxima. Donc je vous rappelle que pour entrer une matrice, dans le menu algèbre, on prend entrée matrice. Donc ensuite, il s'agit d'une matrice de 2. On va l'appeler grand A comme dans l'énoncé. Ici, donc on a 2, 3 en ligne et 2, 1. Voilà. On fait pareil pour la matrice B. Entrer une matrice, la matrice de passage, je voulais dire la matrice P. Voilà. Donc la matrice P. Voilà. Alors, elle est constituée des vecteurs en ligne 1, 3, moins 1, 2. Alors, il se trouve que vous allez penser que je prends toujours la même base depuis le début. Mais c'est pas tout à fait un hasard parce que c'est comme ça que j'ai fabriqué mes matrices dans cette vidéo. Mais bon, peu importe. Alors, je continue. Donc, inverte de P fois, faites attention, le fois, il faut le faire avec le point et pas avec l'étoile. D'accord? Le point du clavier. Fois grand A. L'étoile est réservée pour le produit de nombres réels. Voilà. Ou d'une matrice par un nombre. Et fois P. Voilà, point virgule, attention, roulement de tambour, espérons que... Donc point virgule, shift entrée, vous vous rappelez, majuscule entrée, voilà, et on retrouve bien notre matrice. Alors maintenant, je vais vous montrer une petite chose intéressante sur Maxima. C'est que ici, dans ce menu, si vous regardez bien, vous avez la valeur propre. Valeur propre. Alors là, oui, évidemment, pourcentage, il a pris les valeurs propres de la matrice précédente, d'accord? Bon, moi, je vais mettre de grand A. Évidemment, ça a donné le même résultat, mais c'est juste pour vous montrer. Shift, entrée. Et donc là, vous voyez ici, vous avez 4 moins 1, 1, 1. Donc, en fait, la valeur propre 4. Ah non, je ne peux pas écrire. Bon, c'est pas grave. Ici, vous avez ensuite l'ordre, d'accord, de chacune de la multiplicité, si vous préférez, de chacune de ces valeurs propres. Donc 4 est de multiplicité 1 et moins 1 est de multiplicité 1. Voilà. De même que vous pouvez aussi obtenir les vecteurs propres.
Donc là, bon, évidemment, il fait de la ligne précédente. Donc, je vais enlever le pourcentage, hein, qui signifie la ligne précédente. Je me mets après le point virgule, je fais Shift Entrée. Et alors là, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, j'obtiens à la fois les valeurs propres, 4 moins 1, leur multiplicité respective et leur vecteur propre respectif. Donc, regardez, la valeur propre 4 a pour multiplicité 1 et pour vecteur propre associé, 1, 2 tiers. Vous vous rappelez, moi j'ai préféré choisir 3, 2. 3, 2. OK? Ensuite, la valeur propre moins 1 a pour multiplicité 1 et a pour vecteur propre associé 1, moins 1. D'accord? Voilà. Donc ils sont juste inversés par rapport à moi, ce que j'avais écrit. D'accord? Bien. Et bien maintenant, à vous de jouer. Donc vous allez diagonaliser cette matrice B. Puis, vous allez résoudre ce système d'équations différentielles. Je vous donne toutes les étapes à suivre. Voilà, à vous de jouer. J'attends vos brouillons sur Discord. À bientôt.